C'est parti pour l'émission. Voici mon problème, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous vous saluons et bienvenue à ces programmes psychologiques. Bonjour Papa André. Bonjour Maman Régine et bonjour à tous nos chers auditeurs. Alors aujourd'hui on va parler de l'âge adulte tardif, au-delà de 60 ans. Oui, c'est ça. Toujours dans le chapitre de reconnaître et gérer sa crise psycho-affective. Vous avez la parole pour l'exposer. Merci beaucoup. Alors avec la causerie d'aujourd'hui, on va essayer de mettre un petit point final donc à ce grand thème qui nous aura pris quelques bonnes semaines. Reconnaître et gérer sa crise psycho-affective. Aujourd'hui donc, place à l'âge adulte tardif, l'âge qui commence plus ou moins au-delà des 60. Rappelons que chaque tranche d'âge a une sorte de problématique typique. Pour l'adolescence, c'est par là que nous avons commencé, le problème majeur est celui de l'identité, de la découverte de soi et de l'acquisition de l'autonomie. Le jeune âge adulte a pour problématique majeure l'intimité et l'orientation socio-professionnelle. Quant à l'âge adulte moyen, c'est le problème de la responsabilité et de la fécondité, la générativité. Alors, quel est le problème majeur de l'âge adulte tardif ? Pendant cette tranche d'âge, la problématique psycho-affective est celle de l'intégrité de la personne. C'est cela la grande caractéristique de cet âge. Qu'est-ce que cela veut dire ? L'intégrité est à comprendre ici au sens de la réunification de la personne. C'est à la fois une attitude intérieure et un sentiment de satisfaction qui naît de la conscience de s'être réalisé, d'avoir globalement accompli les principaux objectifs de sa vie. En termes clairs, c'est la conclusion de toutes les étapes précédentes. On a compris son identité, ses potentialités mais aussi ses limites. On a fait des options fondamentales, on s'est engagé dans un état de vie donné, on a embrassé une carrière, une profession, on a été responsable et globalement fécond, n'est-ce pas ? En conséquence, on se sent épanoui, réalisé. C'est autant dire que l'âge adulte tardif est l'âge du bilan de sa vie. Les questions que l'on se pose à cet âge, de manière plus ou moins inconsciente, sont les suivantes. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Est-ce que j'ai réussi ou bien j'ai tout simplement échoué ? Est-ce que le bilan de ma vie est globalement positif ou négatif ? Si l'on a la conscience d'avoir réussi sa vie, il s'ensuit qu'on accepte facilement et aisément la retraite. Donc, la retraite est le mot-clé. La retraite est la grande caractéristique de cette tranche d'âge. Accepter sa retraite. Qu'est-ce que cela veut dire ? La retraite ici ne consiste pas seulement au fait de mettre fin à sa carrière. Donc, on ne va plus au travail, on reste garder les petits-enfants à la maison. La retraite signifie beaucoup plus que cela, notamment ceci. D'abord, c'est accepter que les plus jeunes émergent et deviennent effectivement responsables. Ce qui signifie ne pas se cramponner à des charges, à des responsabilités comme si on était l'unique personne capable au monde. Ça, c'est un. Deux. Accepter de faire véritablement son âge. On a l'âge de grands-parents et on fait le grand-parent. On est censé avoir été rendu sage par l'expérience de la vie. On est plus que jamais disposé à aider les jeunes générations par les conseils et l'exemple de la vie. On est un grand-parent, non pas malléable, mais plutôt accessible. Celui qui se laisse aborder et consulter par les jeunes et se montre disposé à donner de son expertise de la vie. Troisièmement, c'est développer un bon sens de l'humour, ce qui montre qu'on est heureux et fier d'être grands-parents. C'est aussi se montrer compréhensible, tolérant et patient devant l'immaturité et l'inexpérience des jeunes, sans pour autant être complaisant envers eux, moins encore complice de leurs égarements. Être tolérant
envers les jeunes ne signifie pas les encourager les jeunes dans leur faiblesse. La retraite, ça signifie aussi avoir un regard positif vis-à-vis de sa fin de vie. L'idée et surtout la réalité de la vieillesse évoque inéluctablement l'idée de devoir mourir. Pour une personne psychologiquement équilibrée, la perte graduelle, lente mais sûre de la vigueur et même de certaines facultés ne suscite pas de l'angoisse. Par contre, elle est assumée par une attitude positive envers la mort. La responsabilisation des jeunes, l'acceptation de ne pas se mettre au centre de tout pendant que l'on perd graduellement ses capacités, c'est-à-dire l'acceptation de jouer un rôle de troisième plan, en étant parfois un simple conseiller pour les nouvelles générations, tout cela, ça fait autant d'indices d'un esprit équilibré qui non seulement est satisfait d'avoir globalement bien joué son rôle au sein de la société, mais surtout accepte que tôt ou tard, la vie doit finir et qu'il faut accepter de céder sa place aux plus jeunes, aux jeunes générations qui ont encore de la force et de bonnes ambitions constructives, même s'ils peuvent se montrer inexpérimentés, maladroits parfois. C'est cela, donc, les grandes caractéristiques qui sont la manifestation, autant d'expressions, de cette grandissime caractéristique de l'âge adulte tardif, l'acceptation d'aller en retraite. Question très importante. Qu'arriverait-il à un sujet qui, plus ou moins inconsciemment, percevrait sa vie comme ayant été globalement un échec? Quelqu'un qui a la conscience d'avoir échoué sa vie. Dans un pareil cas, on traverse une crise psycho-affective qu'on appelle crise de désespoir. La crise de désespoir se caractérise par des attitudes et des comportements suivants. 1. La jalousie envers les plus jeunes. Les jeunes sont considérés comme de perpétuels incapables, des indisciplinés impénitents en qui il ne faut nullement avoir confiance, à qui il ne faut nullement concéder la moindre responsabilité véritable. Par contre, il faut être dur envers les jeunes pour les aider à comprendre que la vie, c'est le travail, le sérieux et surtout la soumission aux aînés. On connaît des grands-parents, n'est-ce pas? Des grands-parents qui sont intraitables et très intolérants envers leurs petits-fils. On connaît aussi un phénomène très répandu, presque dans toutes les cultures, un phénomène qui consiste à chercher à contrôler le foyer, donc la vie conjugale de son fils, donc la famille de son fils, surtout de la part des mères, avec comme conséquence un conflit plus ou moins ouvert entre la belle-mère et la femme de son fils. Ce phénomène relèverait dans beaucoup de cas de cette jalousie inconsciente et inavouée de la part des personnes âgées. La jalousie de voir les jeunes faire leur vie seuls et organiser leur jeune famille comme ils l'entendent. C'est comme si on voudrait vivre à la place de son fils. On veut être au centre de la vie du foyer de son fils, comme si on refusait de tomber dans l'oubli. Et très souvent, on vous dira que cette intrusion des parents, surtout la mère, dans le jeune couple, dans la vie du jeune couple, se fait avec la meilleure intention du monde. Aider les deux jeunes mariés à mieux organiser leur famille, ou en tout cas, éviter que le fils soit à la merci de la manipulation de sa femme au détriment de la grande famille. Donc, de façon psychanalytique, c'est une question de jalousie plus ou moins inconsciente, plus ou moins avouée. Deuxième caractéristique de la crise de désespoir, c'est la révolte contre la société. Les contraindre de céder la place aux plus jeunes et de se comporter comme quelqu'un de son âge. Par conséquent, on est plein de critiques envers une société perçue plus à tort qu'à raison, comme n'ayant aucun respect pour les personnes âgées et trop désordonnée du fait de trop de laxisme
envers les jeunes générations. Troisième caractéristique, la dépression, ce qui est typique du désespoir. On a une vision pessimiste de la vie et de la société. Cela n'est rien d'autre qu'une projection de son propre monde intérieur, lequel monde est perçu comme une faillite et déplaisant. Pour fuir cette tendance à la dépression, on peut se donner à la consommation de l'alcool ou d'autres produits psychoactifs très forts et même illégaux et susceptibles de créer une dépendance psychopathologique. Quatrième et dernière caractéristique, je vous propose le déni de vieillesse. On refuse sciemment de mener un style de vie qui reflète son âge. D'ailleurs, dans certaines cultures, le terme de vieillesse est très délicat. Sonne souvent comme une insulte, une marginalisation. Des comportements typiques d'adolescents que l'on peut observer chez certaines personnes âgées, non pas de façon occasionnelle, comme pour se divertir, ou sporadique, n'est-ce pas, mais comme caractérisant leur style de vie, eh bien, ce sont des comportements qu'on pourrait qualifier de compensation, de rattrapage, comportements de rattrapage, ou encore des comportements de déni de la réalité de vieillesse. Pourquoi ? Eh bien, parce que soit on a plus ou moins raté son adolescence, alors on veut se rattraper, même à 65 ans et même à 70 ans. Soit on a été trop adolescent, le milieu éducatif n'a pas su contenir et canaliser l'énergie typique de l'adolescence et malheureusement, on est resté adolescent à vie. On est un adolescent perpétuel, incapable de gérer son autonomie, incapable surtout d'être responsable envers soi-même et envers autrui, envers la communauté, la société. Incapable de circonscrire le bien, donc de percevoir le bien et non pas le plaisir. Incapable de ne pas confondre le bien et le plaisir. Donc, circonscrire le bien, vouloir le bien et persévérer dans la poursuite du bien, serait-ce au prix des sacrifices, au prix d'abnégation. Ce déni de vieillesse n'épargne pas, permettez-moi, le secteur de la sexualité, surtout chez les hommes. Autrefois, M. XY était bien capable d'honorer sa belle colombe, n'est-ce pas, plusieurs fois par semaine. Il mettait 5, 7, même 8 fois par semaine. C'était la belle époque. À 65, 70 ans, on peut se voir obligé par sa biologie se contenter que d'une petite fois par tous les mois, sinon tous les 2 mois. Si on n'est pas bien équilibré dans sa tête, cela semblerait un affront insupportable et une perte inacceptable de son humanité, de sa virilité, n'est-ce pas? Alors, pour détourner ces contraintes de sa biologie, le gaillard XY se sent obligé de recourir à des produits synthétiques ou à des racines, à des potions, n'est-ce pas? À des corses d'arbres pour renforcer sa virilité. La conséquence de ces pratiques et que on soumet son anatomie, son appareil circulatoire en particulier, à un rythme qui n'est pas de son âge. On veut vivre, on a 65, 70 ans, on veut vivre comme si on avait encore 30 ans. Permettez-moi cette image, même si il a 6 ballons d'or à son actif, on ne devrait pas demander à un Lionel Messi, frôlant les 35 ans, de courir et de jouer comme lorsqu'il avait encore 20-25 ans. Ce serait injuste et inhumain. À l'âge de 65 ans, s'efforcer de mener une vie sexuelle d'un jeune adulte de 30-40 ans, c'est se montrer psychologiquement déséquilibré et mettre inutilement sa vie en danger. Tous les médecins peuvent vous le dire. Alors, étant donné cela, comment gérer cette crise de désespoir ? Pour répondre à cette question, nous vous proposons brièvement 4 petites choses. Premièrement, il faut apprendre à être fier et content de vous-même, de votre âge. Théoriquement, laissez-moi vous le dire, il est presque impossible de trouver une seule personne au monde qui n'aura fait que du mal dans sa vie.
Donc, relisez votre histoire et identifiez le peu de bien que vous avez fait. Et soyez-en heureux, même si vous estimez que vous n'avez pas pu mettre en valeur tout votre potentiel. Soyez donc content de vous-même et remerciez votre Dieu. Et surtout, faites du bien aux autres. Vous vous soignerez psychologiquement en faisant du bien aux autres. Il ne s'agit pas de devoir construire des immeubles pour abriter des sans-logis ou de nourrir des affamés du monde. Savoir saluer les gens avec courtoisie, savoir dire sincèrement merci, même pour un geste apparemment banal, ou dire gentiment « excusez-moi pour cette indélicatesse », c'est déjà faire le bien. Ne pas se laisser se réaliser la douce tentation d'abuser de la fille et du voisin, que vous avez peut-être vu grandir et qui vous appelle affectueusement et respectueusement papa, c'est déjà faire le bien. Ne pas rire de la voisine qui s'est fait injurier ou tabasser par son mari, c'est déjà faire le bien. Personnellement, je suis convaincu que chacun de nous, à chaque jour de notre vie, nous avons chaque jour de notre vie au moins 3000 occasions de faire le bien. C'est seulement question d'être attentif et de vouloir nous y appliquer. Deuxième petite chose que je voudrais vous dire. Apprenez à apprécier les jeunes autour de vous. Soyez positif par rapport au peu de bien qu'ils font. Évitez de vous considérer, vous, comme la mesure de la vérité et du bien pour les autres. Acceptez que les autres soient différents de vous, voire qu'ils vous dépassent, même s'ils sont plus jeunes que vous, même si vous avez été leur enseignant, leurs parents. Vous êtes leurs parents. Acceptez qu'ils semblent qu'ils réussissent là où vous-même vous avez échoué. Laissez les jeunes vivre comme ils entendent. Veillez seulement à ce qu'ils ne tombent pas dans des antivaleurs. Même si c'est en tâtonnant, même si ils y vont par essai et erreur, laissez-les vivre s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous dit que le monde va s'écrouler puisque votre fils écoute les conseils de sa femme et que pour avoir écouté sa femme, il va nécessairement vous oublier et vous dénigrer, vous sa mère, vous son parent qu'il avait mis au monde et éduqué? Et même si tout semble indiquer qu'il ne vous considère pas autant que cela, qu'est-ce qui vous dit que son comportement actuel n'est pas une réaction inconsciente et tardive à votre tempérament possessif, envahissant, intrusif et autoritaire? Une réaction à votre autoritarisme que vous continuez à manifester alors même qu'il est déjà marié et père de famille. Rappelez-vous ce que nous avons toujours dit. Rappelez-vous que vos enfants sont en partie un produit de votre personnalité. Si votre fils est timide, c'est probablement à cause de vous. Si votre fils se laisse dominer par son épouse, c'est comme ça que vous le pensez, admettons qu'il en soit ainsi. Si votre fils est dominé par son épouse, c'est probablement parce que vous, sa mère, vous avez été trop écrasante envers lui lorsqu'il était encore enfant et adolescent. Je ne voudrais pas manquer d'empathie ici en disant, messieurs, madame, récoltez ce que vous avez semé et ne semez pas ce que vous croyez combattre. Troisième chose, ayez la décence d'une personne de votre âge. Pour les jeunes qui vous connaissent, soyez un modèle de vie de valeur. Habillement, coiffure, courtoisie, langage, la propreté du langage, la pudeur dans le langage, le respect de votre corps, le respect de votre famille, le respect de votre femme, de vos enfants. Tâchez d'être ce grand-parent auprès de qui les jeunes du quartier vont chercher réconfort et orientation dans des moments de doute et de difficultés, et non pas un allié dans leurs égarements et leur désobéissance aux parents. Quatrième chose enfin, si c'est plus fort que vous, veuillez faire un effort d'aller demander conseil à votre curé, à votre pasteur, ou mieux, chercher un psychologue pour vous aider à arrêter de vous abîmer, de vous pourrir la vie. À 60-65 ans, la courbe de la vie est décidément en déclin.
on devrait sérieusement penser à se réconcilier avec son passé, avec soi-même et par conséquent avec son entourage. À cet âge, un train de vie qui ne reflète pas une certaine tempérance est un indicateur presque sûr que l'avion de votre vie est en train d'atterrir en catastrophe, ce qui est un symptôme d'un psychisme significativement dérangé. Même si l'on est épicurien, s'il vous plaît, on est épicurien de principe, c'est-à-dire qu'on a bâti sa vie sur l'hédonisme, le plaisir. On doit se rappeler que chaque étape de la vie a ses beautés et ses charmes, et donc ses joies et ses bonheurs. À 60 ans, on est censé être paisible et heureux d'avoir vécu et content de pouvoir céder sa place aux plus jeunes. On est censé être une source d'inspiration positive pour les jeunes qui se recherchent encore et non pas une occasion, sinon une initiation au déraillement, à la perdition. Je vous remercie infiniment et je vous écoute. Merci, Papa André Tandala. On va respirer en musique avant de passer la parole aux auditeurs. Vivre est une belle aventure. Rien n'est facile, c'est certain. Nous nous battrons à la mesure de notre amour et de nos liens. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent, tous les partants, tous les gagnants, qui se relèvent après la chute pour que demain soit différent. Merci à Jean-Claude Guénada qui nous chante Vivre est une belle aventure. Cette vie est une belle aventure. Il faut vraiment beaucoup de sagesse, beaucoup de maîtrise pour bien gérer cette vie. À présent, nous allons vous passer la parole. Vous composez le 082 016 35 12, le 090 68 16 742, 084 10 78 364 et le 09 98 23 97 23. Vous composez ce numéro pour 66 098. Bonjour ma radio et merci beaucoup pour cette belle émission. J'ai l'impression que normalement, il serait mieux d'apprendre ceci aux parents. Dans la culture de chez nous, les gens n'aiment pas prendre la retraite ou aller en retraite. C'est Étienne de Marie depuis Notre-Dame du Congo. Votre réaction? Merci beaucoup. Il faut comprendre que il faut pas faire une sorte d'amalgame. Si vous remontez aux temps anciens, n'est-ce pas, les sages du village n'étaient pas toujours ceux qui étaient comme des, qu'on pourrait, entre, si vous passez l'expression, des sénateurs. Donc on les consultait, mais c'était des jeunes adultes qui avaient des responsabilités. Alors dire qu'ici chez nous, dans nos cultures, on ne veut pas prendre la retraite, je pense que c'est un peu exagéré. La retraite, on la prend, sauf que ça dépend d'une famille à une autre, d'un parent à l'autre, je crois. Il y a des parents qui savent responsabiliser les enfants, il y en a d'autres qui le font, en tout cas moins. C'est un peu ça. Mais votre contribution, il faut la considérer à sa juste valeur. Vous dites bien, il faut dire ça aux parents, mais les non-parents d'aujourd'hui sont appelés à être parents de demain. Donc les jeunes qui nous écoutent savent que tôt ou tard, ils doivent céder leur place à ceux qui viendront après eux. Voilà, merci beaucoup. Nous allons s'y prendre un autre message. Bonjour Papa André, bonjour Maman Régine, merci pour cette émission. Papa, j'ai 58 ans. Je n'ai pas trop vécu la vie sexuelle pendant ma jeunesse, mais j'ai l'impression de rattraper une chose que j'avais perdue. Quelle est votre réaction? Anonymat. Bon. Faites-le en bonne et due forme, ça veut dire selon vos valeurs, votre religion, ce que vous dit votre pasteur, votre curé. Ça serait bien que vous soyez marié et que vous le fassiez en forme selon les normes de croyance de votre religion. Je vous encourage, mais tenez compte que, je ne sais pas si vous êtes un homme, une dame, si vous êtes un homme, eh bien, tenez compte de l'âge, parce que des exceptions, il y en a bien sûr, mais la biologie a ses impératifs qu'il faut absolument prendre en considération. Moi, je ne peux que vous souhaiter d'être heureux et joyeux dans votre vie. Voilà.
Bonjour, que dire d'un papa de 70 ans qui continue à fréquenter les maîtresses? C'est ce que nous sommes en train de dire. À 70 ans, c'est l'âge du bilan. Vous avez compris? Alors, c'est quelqu'un qui veut se rattraper peut-être, nous l'avons suffisamment dit, je crois. C'est peut-être il a été trop adolescent, il est resté comme ça, ou il est en train de se rattraper. Ça serait bien de parler avec, si c'est votre parent ou ami, vous le connaissez, essayez de l'aborder gentiment et faites-lui comprendre certaines choses qu'à 70 ans, on ne devrait pas s'exposer comme ça. On devrait déjà penser à faire ses valises. Appelez-nous au 082 016 35 12 au 090 68 16 742. Bonjour Papa André. Nous apprenons que ceux qui se situent dans cette tranche d'âge, s'ils fréquentent des jeunes filles, ils vont se rajeunir. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Psychologiquement, ce n'est pas seulement en fréquentant les jeunes filles, c'est en fréquentant des gens, des personnes de n'importe quel âge qui ont un style de vie qu'on peut soit tomber dans une dépression, soit vivre sainement sa vie. Ça, c'est un. 2, aller demander ça aux sexologues ou aux médecins, aux biologistes qui nous disent si en côtoyant ou en fréquentant une personne sur le plan sexuel, je veux dire, à quoi est-ce que ça rapporte biologiquement, c'est ça. Le psychologue n'est pas en mesure de dire les échanges biologiques qui se font en termes de mitochondries ou quoi, des protéines. Si vous avez 50 ans et vous sortez avec une femme de 20 ans régulièrement, est-ce que ça va vous rajeunir? Votre biologie va ressembler à celle d'une personne de 35 ans par conséquent. C'est ça, c'est comme ça que je comprends la gueule. Mais psychologiquement, sérieusement parlant, psychologiquement, c'est en fréquentant un monde, donc une catégorie de gens, d'un style de vie que vous pouvez soit vous améliorer, soit vous abîmer davantage. C'est un peu ça. Sur le plan psychologique, j'insiste. Voilà. Bonjour Papa André et Maman Régine, merci pour cette belle émission. Que dites-vous de femmes qui se moquent de leur mari, qui n'ont plus de virilité d'autant et qui sont obligées de chercher comment se renforcer au risque de sa vie? C'est le frère Pierre. Merci beaucoup frère Pierre et mes salutations à vous. Le mot qui ferait sursauter ici et ferait froid dans le dos, c'est le verbe se moquer. Quand on se moque de son conjoint, c'est que on n'a pas compris un certain nombre de choses dans sa vie. Nous le disions, je crois, la fois dernière. Mon conjoint, c'est une partie de moi. Alors, si mon conjoint a des faiblesses, j'ai le devoir, n'est-ce pas, d'assumer cela. Et je dois me comporter de telle manière que les faiblesses de mon conjoint ne soient pas une occasion, n'est-ce pas, d'abîmer ma relation avec mon conjoint. Donc, si je me moque de mon conjoint, de ma conjointe, ça veut dire que moi aussi, j'ai besoin qu'on m'aide. Une femme qui se moque de son mari, c'est pas bon. Disons que, psychologiquement parlant, il a beaucoup de choses à apprendre, à assumer. Ensuite, on peut aider son mari qui a des difficultés sur le plan sexuel en l'amenant, en lui conseillant d'aller voir un médecin, un sexologue. C'est pas forcément qu'il faut recourir automatiquement aux racines et aux écorces d'arbres, je ne sais pas. Ça paraît une question banale, mais c'est profond cette question. Dans la psychopathologie, il y a ce qu'on appelle les troubles de sexualité. Et parmi ces troubles de sexualité, il y a ce qu'on appelle les troubles de l'érection chez l'homme, et les troubles de l'orgasme. Donc tout ça, ça fait qu'il y a des raisons psychologiques qui peuvent faire qu'un homme ne soit plus en mesure de mener sa vie sexuelle comme il se doit. Voilà. Ou ça peut être des raisons physiologiques, anatomiques ou carrément circonstancielles selon certaines circonstances. Donc, il faut aller chez le médecin, voir un psychologue, un sexologue et à la fin tirer une conclusion. Donc, il ne faut pas faire une sorte d'automédication, ce n'est pas bon. Nous parlons de reconnaître et gérer
à crise psycho-affective. On se situe dans la tranche d'âge adulte tardif au-delà de 60 ans. Appelez-nous pour poser vos questions 082 016 35 12 au 090 68 16 742 au 084 10 78 364 et au 09 98 23 97 23. Depuis Goma, c'est Constantin qui nous écrit. Bonjour Papa André, Maman Régine, merci beaucoup Papa pour ces enseignements. Que dites-vous de l'adage qui stipule que l'enfant vous sera reconnaissant de l'avoir forcé et il vous méprisera de l'avoir flatté? Deuxième préoccupation, est-ce que l'habillement actuel de nos filles ne peut pas être à la base de manque de maîtrise pour certaines personnes âgées? Voilà les deux questions de Constantin depuis Goma. Je n'ai pas bien suivi la deuxième question. Il dit ceci, est-ce que l'habillement actuel de nos filles ne peut pas être à la base de manque de maîtrise pour certaines personnes âgées? Oui, bien sûr, mais les jeunes sortent d'où? De nulle part, de nos forêts ou de nos rivières. C'est des jeunes qui viennent de nos familles. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques mois, maman, on a parlé du phénomène Oudjana. On décrit beaucoup nos jeunes. Ils font ceci, elles font cela. Mais d'où sortent-elles, ces filles? Et qui est qui sort avec ces filles? Voilà. Vous avez compris? Donc, ce que je disais, nous récoltons ce que nous semons parfois. Et ne croyons pas combattre ce que nous voulons combattre alors que c'est nous qui le produisons. Vous avez compris? Oui. Donc, les filles sortent de nos familles, elles font des dégâts au niveau de la société et la même société décrit ces filles. Donc, ça devient une sorte de Macédoine indigeste. Donc, il faut en quelque sorte, si vous permettez, essayer de rétablir les responsables. Qui doit faire quoi en famille? Oui. Quel est le rôle d'une mère? Quel est le rôle d'un père? Quelle est la fonction d'un téléviseur de la télévision en famille? Comment nous servir de tous ces moyens de communication qui viennent se déferler même dans nos chambres? Vous avez compris? Oui. C'est tout un travail qu'il ne faut pas seulement jeter la pierre à cette fille qui s'est habillée comme ceci, comme cela. Non, c'est un travail d'équipe qui dépasse parfois un certain niveau. Vous vous rendrez compte que ça dépasse le simple cadre de la famille. C'est un problème structurel en quelque sorte. Donc mais que chacun fasse ce qu'il doit faire. Si c'est le moment de prier, priez en famille. Si c'est le moment de rire avec les enfants, riez avec les. Ça, c'est un deux. L'enfant vous sera reconnaissant si vous le forcez et méprisant si vous le flattez. Ben, c'est l'extrémiste. Le mot forcer ici, c'est bon, l'autorité est là, mais l'autorité ne doit pas signifier l'autoritarisme. On peut flatter, mais la flatterie, ça devient donc ce qu'on peut appeler l'envahissement affectif, alors ça devient difficile. Donc, la vertu se trouve au milieu. L'autorité, mais la flexibilité aussi. La fermeté, mais aussi la compréhension vis-à-vis des enfants, de la part des parents. C'est un peu ça. On va prendre aussi un message. Bonjour Maman Régine, bonjour Papa André. Je me retrouve presque dans ce que vous venez de développer. Merci beaucoup. Mais pourquoi vous appelez cette tranche d'âge adulte tardif? Papa André, je me sens souvent heureux quand je suis seul et dans les silences et je réfléchis beaucoup. Est-ce mauvais? Papa Sylvain Balonga. Merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup, Papa Sylvain. Que Dieu vous donne la paix. Eh bien, vous vous sentez heureux quand vous êtes seul, vous réfléchissez beaucoup. Ça peut être un trait de votre caractère, l'introversion, la réflexion. C'est bon, ça vous enrichit et il faut faire en sorte que vos réflexions, vos méditations soient aussi utiles pour votre entourage. Donc, ne confondez pas à l'amour de la solitude au solipsisme ou, si vous voulez, à une sorte d'autisme. Ne barricadez pas les portes de votre cœur, encore moins les portes de votre affectivité. Réfléchissez pour nourrir l'entourage, la famille. Ça, c'est un. Deux, pourquoi cet âge s'appelle l'âge adulte tardif? C'est la dernière étape de la vie. On a remarqué cela. Sur le plan affectif, c'est là qu'on tire des conclusions pendant cette période, enfin cette tranche d'âge-là, on tire des conclusions sur ce qui a été toute la vie. Tardif parce que c'est la dernière étape de la vie. On appelle le développement
psychosocial de l'individu, qui est aussi le développement psycho-affectif. C'est la dernière étape du développement humain sur le plan psychologique. Voilà. On va écouter Joseph de Marie à travers ses voix. Bonjour maman Régine, bonjour cher papa, meilleurs vœux. Que dites-vous de cet adage la jeunesse c'est dans le mental, quand bien même le corps est vieillissant. On peut toujours rester jeune dans le mental. Ma deuxième question, lorsqu'un vieux met souvent du bleck dans ses cheveux et n'accepte pas, ou du moins ne supporte pas ses cheveux blancs, et lorsqu'aussi un jeune homme teinte ses cheveux en couleur blanche pour paraître un peu comme un vieux sage, et c'est un déséquilibre au niveau psychologique. Pour terminer, la modernisation n'est-elle pas aussi à la base des crises de jalousie? Exemple, lorsqu'on voit un jeune manipulé avec aisance un téléphone Android, etc., on se dit quand même quelque part qu'on a raté de croquer à plein dents certaines modernisations et on s'en veut un peu éperdument, cher papa. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Joseph de Marie. Papa André. Merci beaucoup pour ces questions. La vieillesse est dans le mental et donc aussi la jeunesse est dans le mental. Quand nous avons commencé à épingler, n'est-ce pas, dans ce thème, les caractéristiques de chaque tranche d'âge, en commençant par l'adolescent, nous avons donné certaines caractéristiques typiques de l'adolescence. Entre autres, l'extrémisme, l'extraversion, le masque social, les contradictions, etc., etc. Ça, c'est l'adolescence. Et quand vous arrivez à 50 ans, avec des caractéristiques comme ça dans votre psychisme, ça veut dire il y a un ça ne va pas. Une personne de 50 ans, autant extrémiste qu'un adolescent de 17 ans, ça ne va pas. À 50 ans, on doit être en mesure de comprendre qu'un individu reste unique, mais avec ses points forts, mais aussi ses points faibles. L'adolescence, c'est en quelque sorte un temps de clivage. Vous avez compris? Alors que l'âge adulte, c'est l'âge où on commence à réconcilier la réalité, à voir la réalité unifiée. Soit soi-même, soit la réalité tout extérieure à soi. Donc, dire que la vieillesse est dans le mental, moi je pense que ce n'est pas très propre. La vieillesse, ce n'est pas seulement le mental comme pensée, comme principe moral, mais le mental comme fonctionnement psychologique. Je trouve que ça reste discutable. Un vieux qui se fait coiffer comme un jeune homme et vice-versa. Si c'est caractéristique, la coiffure c'est une façon de prendre soin de son corps, mais si vous pensez qu'en vous coiffant comme ça, vous le faites pour refuser d'être appelé pépé ou mémé, ça dérange quelque part. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Soyez heureux. Mais si vous êtes, par exemple, vous n'avez pas de cheveux qui vous permettent, n'est-ce pas, de vous faire coiffer comme un jeune de 17 ans. Hein, vous êtes chauve, vous faites quoi? Vous allez chercher une perruque ou quoi? Vous comprenez? Donc, soyez heureux d'être ce que vous êtes selon votre âge. Modernité, est-ce une base de la crise de jalousie parce que les personnes âgées pensent que les jeunes générations sont favorisées, n'est-ce pas? Mais vous prenez la modernité seulement dans ce sens-là. La modernité, même les anciens aussi peuvent communiquer. On peut avoir 70 ans et manipuler un téléphone. La jalousie est un symptôme d'un déséquilibre qui remonte depuis l'enfance. Alors, si vous êtes jaloux, ce n'est pas parce que vous manquez un téléphone, mais parce que fondamentalement, laissez-moi vous le rappeler, fondamentalement, excusez-moi, je ne veux pas exagérer, je ne veux pas qu'on rie, mais c'est comme ça, fondamentalement, vous manquez le sein maternel. La jalousie, c'est aussi parce que, fondamentalement, vous manquez votre père dans votre tête. Vous manquez les parents, alors vous vous rabattez sur les objets, sur la
l'argent, etc., etc. Okay. Donc, la jalousie, ce n'est pas seulement ça. Merci beaucoup. Merci, Papa André. C'est déjà la fin. Un dernier mot. Je vous remercie beaucoup. Oui. Bonne année à vous tous. Nous sommes heureux d'avoir partagé avec vous cette dernière causerie de ce thème, reconnaître et gérer nos crises psycho-affectives. Depuis l'enfance jusqu'à 65 ans, ça fait 8 étapes. Mais nous avons parcouru des étapes, nous avons passé en revue des étapes où on est susceptible d'introspection. Ça veut dire de relire sa vie pour s'améliorer, notamment l'adolescence, le jeune âge adulte, l'âge adulte moyen et l'âge adulte tardif. Donc, tout compte fait, chaque étape a ses hauts et ses bas. Chaque étape a ses faiblesses, mais aussi ses grandeurs. Mais 60-65 ans, si vous estimez que vous avez encore tendance à vous comporter comme si vous aviez 30 ans, voire 17 ans, excusez-moi, il est temps que vous mettiez les pendules à l'heure. Si vous n'êtes pas capable de vous maîtriser vous-même, allez voir votre curé, s'il vous plaît. Parce que la vie... Je vais finir par ça. Un proverbe chinois dit ceci. La vie de l'homme est comme une bougie allumée dans le vent. Ça veut dire, elle peut s'éteindre à tout moment. À 65 ans, je vous souhaite tout le meilleur du monde, mais pensez que Dieu aussi a ses programmes, il a ses projets. Qu'est-ce qui vous assure que c'est l'année prochaine que vous mettrez fin à vos comportements d'adolescent? Donc, commencez déjà à faire le bilan de la vie et comportez-vous en homme adulte. Je vous remercie beaucoup et nous serons heureux de partager encore une fois prochainement sur un autre thème que nous allons vous préciser bientôt. Si vous voulez, je peux donner le numéro, maman. Allez-y, Papa André. Si vous voulez continuer la causerie d'une façon ou d'une autre, vous pouvez appeler au 085 044 22 39. Ou bien vous appelez au 082 20 029 18. Merci encore une fois, bonne année. Merci beaucoup, Papa André, cher auditeur de Radio Maria. Nous vous remercions aussi d'avoir été avec nous depuis le début de ces grands chapitres sur reconnaître et gérer sa crise psycho-affective. C'est aujourd'hui que nous bouclons ces grands chapitres. Merci pour votre fidélité à ces programmes psychologiques. On se retrouve avec Papa André dans 2 semaines en direct. Merci et vous pouvez suivre cette émission en rediffusion chaque dimanche à 13h, heure de Kinshasa.